Si nous avons commencé la campagne il y a plus d'1 an, ce n'est pas, comme je l'ai lu, parce que j'y aurais un plaisir personnel particulier. On parle souvent d'ego, cette espèce de réduction de la politique à la psychologie, mais ces gens ont l'air de perdre de vue que je ne commence pas une carrière à mon âge et que je ne suis pas en train de bâtir un plan pour moi. Il fallait, dans le tumulte évident qui s'annonçait, que nous prenions racine et que pour une fois, à proportion du désordre qui se lève, il y ait une force consciente, éduquée, qui tisse entre elles des liens qui sont ceux de la compréhension, de la conscience, d'un programme, pour enfin faire un vote d'adhésion et pas faire un vote contre machin, pour bidule, simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Nos sociétés ont été martyrisées et détruites par le néolibéralisme, si bien qu'elles sont parties en miettes, et que dans cet effondrement de tout, un doute gigantesque s'est répandu, un mépris inouï contre tout. Les juges, les policiers, les journalistes, les responsables politiques, le pays tout entier semble couver un énorme dégagisme qui va s'accomplir. Et notre devoir, notre rôle, est de lui donner une issue positive, constructive, pacifique, démocratique, plutôt que le tumulte, le chaos des vainqueurs de circonstances dressant les Français les uns contre les autres, suivant leur couleur de peau, leur religion, que sais-je encore, l'origine de leur grand-père ou de leur grand-mère, comme si nous n'étions pas tous autant que nous sommes, 1 sur 4 à avoir un grand-parent qui était un étranger. Il s'agit non pas de régler je ne sais quel obscur congrès ou quelque arrangement de coin de table, mais de gouverner un grand pays, la 5e puissance du monde, qui, selon qu'il est gouverné d'une façon ou d'une autre, peut apporter de l'espérance à des millions d'êtres humains, non seulement par l'exemple que nous donnerions, mais aussi par les moyens que nous mettrions à la disposition des autres, car ce que nous avons en vue, c'est un changement en profondeur de la matrice productive du pays, et pas seulement un colmatage de surface, des mesures emboîtées les unes avec les autres, au petit bonheur la chance, en tâchant ici ou là de recruter des clientèles de naïfs qui pourraient croire qu'on peut à la fois avoir la suppression de la taxe d'habitation comme la propose M. Macron et ne pas avoir ensuite à la payer par ses impôts sur le revenu, ou qu'on pourrait avoir une augmentation de salaire parce que l'on a transféré sur le salaire direct les cotisations sociales ouvrières et qu'on perdrait de vue que, comme c'est la loi, l'État devrait compenser ces cotisations non payées par des impôts. Tout ça est absurde, c'est une comédie pour vous entraîner là où vous n'iriez jamais les yeux ouverts. Venez le 18 mars, de toutes les façons possibles, à Paris, pour réclamer le premier des changements dont la nation a besoin pour se refonder et retisser entre tout son peuple un lien qui soit le seul lien qui vaille, le lien politique, le lien d'une nouvelle constitution, le lien de la fin de la monarchie présidentielle et des roitelets absurdes dont nous sommes affligés. À cette heure, de manière incroyable, la moitié des Françaises et des Français ne sait toujours pas pour qui elle compte voter aux prochaines élections présidentielles. Les gens réfléchissent, ils tâchent de faire pour le mieux, ils essayent de se comporter d'une façon responsable et ils ont le sentiment d'être en face d'un théâtre de pacotille avec des champignons hallucinogènes qui explosent à intervalles réguliers comme un vent généralisé qui s'amorcerait vers l'Est, en même temps qu'on observe dans chaque pays une poussée incroyable de courants politiques qui appellent les pays à se diviser entre eux. Et ils savent que le même processus est à l'œuvre ici parmi nous, et c'est cela qu'il faut conjurer. Mais il faut le faire sur la base de la raison, des arguments,
de la démonstration que ce que nous proposons est non seulement nécessaire, mais faisable. Je suis allé l'an passé au Petit Galop, à côté de Rennes, voir une exploitation qui est en quelque sorte une démonstration de la solidité de ce que nous disons sur le changement de la matrice productive agricole. Il y avait là 9 personnes qui vivaient sur 70 hectares et un petit élevage, et qui faisaient les produits qu'ils vendent autour d'eux. Ce qui est la preuve que ça fonctionne, que ça marche, et que ça permet d'imaginer un autre rapport à la terre que nous sommes en train de détruire en ce moment même. Et cette année, j'étais de nouveau dans une ferme parce que je trouvais que c'était plus intéressant, quand on condamne l'agriculture productiviste, d'aller dans une ferme qui fait la démonstration du contraire plutôt qu'au salon. Ça ne veut pas dire qu'au salon, il n'y ait pas des paysans tout à fait sympathiques, qu'il n'y ait pas aussi des paysans qui travaillent dans l'agriculture non conventionnelle et bio. Mais ça veut dire qu'une campagne électorale, c'est aussi mettre en scène des événements pour qu'on les comprenne mieux. Et nous avons besoin de convaincre que ce ne sont pas nous les rêveurs. Nous sommes juste les réalistes. Si vous continuez à faire de l'agriculture comme ça, vous allez non seulement tuer la planète, mais peut-être qu'au passage, vous aurez aussi détruit les gens avant. Car quand même, que la Commission européenne soit incapable de s'entendre sur une définition un tant soit peu intelligente des perturbateurs endocriniens n'est pas seulement le symptôme de son extrême implication avec les lobbies, mais surtout du fait qu'ils s'en sont à la fin fichus de savoir comment vivent les gens et quelles maladies déjà ils ont et quelles épidémies ont déjà lieu et pourquoi il y a tant de gens qui sont perturbés et tant d'enfants qui nous viennent d'une autre manière que celle avec laquelle ils nous venaient jusque-là et dans un autre état. Il faut dire à bas avec ce système. Il faut en finir avec lui. On ne peut pas continuer avec ce modèle d'agriculture. Nous sommes les premiers consommateurs de pesticides d'Europe et c'est une très mauvaise chose. Ce que je dis ne met pas en cause la bonne volonté, le dévouement des agriculteurs. Car au bout du bout, je sais bien qu'ils sont eux les premières victimes de ce système, car les premiers à tomber malades, c'est eux. Les premiers à se trouver surendettés et dans des situations d'extrême détresse, c'est eux. Et la preuve, c'est qu'ils s'en suicident un tous les 2 jours dans notre pays, dans une indifférence qui glace de froid. Voilà la situation. Changer la matrice productive, cela signifie que nous ne voulons plus d'une agriculture dont l'objectif essentiel est de produire toujours plus pour exporter. Des produits qui ensuite sont répandus sur la surface de la terre, au prix du marché, et submergent, anéantissent les agricultures vivrières des pays qui tâchent de se constituer une alimentation et un régime d'autonomie alimentaire. Si bien que nous sommes directement responsables de la faillite de ces pays, d'où partent ensuite des malheureux qui tâchent d'améliorer leur existence et vont se noyer dans la mer, et qu'ensuite nous retrouvons ici et accueillons à coups de bâton. Comment Mme Le Pen a-t-elle pu prononcer une phrase aussi absurde que celle qui consiste à dire que quand ils arrivent sur leurs pauvres barcasses, il faut les repousser dans les eaux internationales, ce qui signifie les noyer. Nous sommes donc contre la libéralisation des marchés. J'en veux beaucoup à ce gouvernement d'avoir accepté, en tant que gouvernement de la République française, de signer l'accord du CETA, qui est un accord de libre-échange avec le Canada. Et par sa signature en Conseil des ministres, le gouvernement actuel a rendu possible le fait que cet accord s'appliquera quand bien même aucun des 28 pays ne l'aura décidé. Et avant qu'il l'ait décidé, et pendant tout le temps que ça prendra à le décider, CETA s'appliquera. CETA, cela signifie que les marchés français vont être submergés, et européens, de produits agricoles arrivant du Canada, qui ne souscrivent ni aux mêmes normes environnementales, ni aux mêmes normes sociales que les nôtres. Des imitations de produits qui portent le nom de ce que nous-mêmes nous fabriquons ici. Des milliers de tonnes de viande qui sont en quelque sorte le produit dérivé du lait, lui-même acquis dans les conditions atroces de ces usines où ces malheureuses bêtes sont empilées à la proportion de jusqu'à 10 000, parce que c'est la taille des exploitations qui se constate là-bas. Ainsi, un système abominable, dans sa conception, dans son organisation, est à la fin un système abominable,
dans le sort qu'il réserve aux êtres sensibles dont nous dépendons dans cette circonstance. Notre protestation est celle de la civilisation humaine contre une manière inhumaine de traiter la planète dont nous retranchons et de trancher les êtres sensibles que sont les animaux. Le prochain président de la République française devra dire si la France signe, oui ou non, l'accord CETA. Et s'il le veut, il peut provoquer un référendum pour que le peuple français donne son avis. Mais je considère que le bulletin de vote qui portera mon nom signifie « à bas le CETA, je ne signerai pas ». Il faut rendre viable cette agriculture bio. Tous ceux qui s'y sont lancés ont montré que c'était possible. On arrive à des choses tout à fait surprenantes. Là où j'étais hier, on récolte moins à l'hectare, 5 tonnes contre 8 que faisaient les prédécesseurs. Mais ces 5 tonnes rapportent plus à ceux qui en vivent que les 8 autres, car il n'y a quasiment aucun entrant chimique qui est déposé sur le sol. Et par conséquent, il y a là une économie considérable qui est faite. Je ne prends que cet aspect, c'est en détail, mais il y en a 100 autres qui montrent comment on peut faire mieux pour tous et en vivre. Mais pour ça, nous devons, nous, en tant que puissance publique, organiser l'essentiel, c'est-à-dire planifier. Un des outils qui nous permettrait de développer ce mode d'agriculture, ce serait de décider que tous nos enfants, allant à la cantine scolaire, tous mangeraient bio sans exception, et pas seulement les enfants des riches. Mais si vous voulez faire bio, alors il faut organiser la production, car vous n'allez pas demander à des fermes qui ont décidé de faire le travail bio avec plus de monde, je vous signale. Je vous signale que ce n'est pas demain que ces gens-là vont être remplacés par des robots. En plus, remplacer le travail par les robots, c'est juste dire qu'on continue comme avant et qu'on fait faire le travail actuel par des robots de maintenant. Mais là, il s'agit de changer la façon de faire. Il y aura plus de monde à la Terre. Il y a 6 fois plus d'emplois que dans les conditions de l'agriculture conventionnelle actuelle. Donc, nous devrons organiser, et nous ne pourrons pas dire à cette ferme, eh bien toi, puisque tu fais des yaourts, puisque tu fais des légumes qui sont bio, eh bien nous te passons toutes les commandes. Que se passerait-il? On retomberait dans le cycle de l'agriculture productiviste. Toujours produire plus, toujours à moindre coût. Non, il va donc falloir planifier, organiser, notamment pour recruter les 400 000 paysans dont nous avons besoin pour le nouveau modèle agricole. Vous ne pouvez pas aller dire aux gens, eh bien maintenant, 2, 3, 4, 5, toi, tu es paysan. Il faut que les gens en aient envie, il faut que la vie soit vivable, il faut que ce soit un moment où on s'accomplit personnellement. Et vous savez que l'agriculture bio nécessite un niveau de formation supérieur à celui qu'on a connu dans le passé. Moi, toutes les fermes dans lesquelles je suis allé, je n'ai rencontré que des gens qui avaient des BTS agricoles. J'ai rencontré des ingénieurs agronomes, femmes et hommes, car il s'agit de réparer la terre le plus souvent, et puis il faut l'organiser, et puis il faut mettre en place les circuits commerciaux. Bref, pour faire 100% bio dans toutes les cantines scolaires, il faut organiser, planifier. Et il faut aussi changer les traités européens, car vous ne le savez pas, mais ces traités interdisent que l'on précise dans une offre d'appel public, que ferait la mairie, interdisent que l'on précise la localisation du produit. Si bien qu'on est obligé de ruser, et alors on dit eh ben, ce sera seulement de la viande de vache limousine, si ça se trouve qu'il y a des vaches dans le coin qui sont limousines. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Il faut se libérer de ces traités qui empêchent le redéploiement. Parce que s'ils le font à propos des offres d'achat public des collectivités locales, c'est parce que du point de vue de la nation elle-même, ils ne veulent pas qu'on puisse préciser les localisations comme étant un critère de sélection des produits. Vous me comprenez, les gens? La cohérence du programme L'Avenir en commun, elle commence dans cette question agricole, et dans un instant, vous la retrouverez dans tous les autres compartiments, organisée autour de la question du respect qui est dû au bien commun de l'humanité et aux attentes que nous présentons tous devant la nature, car pour la première fois dans l'histoire de l'émancipation et des idées émancipatrices, nous ne nous émanciperons pas en nous séparant de la nature comme on le pensait autrefois, nous nous émanciperons en nous mettant en harmonie avec elle. Et c'est pourquoi on a choisi ceci qui représente l'harmonie. Donc, créer un marché. Ensuite, couper les racines qui permettent la surexploitation du monde agricole aujourd'hui, que sont les centrales d'achat. Il n'est pas normal que l'on paye si peu le paysan et qu'on demande tant ensuite aux consommateurs.
Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Si vous voulez changer leurs conditions de vie, il faut changer la vôtre. Parce que mieux vous serez payé, meilleur sera votre salaire, plus vous aurez des consommations responsables. Car vous aspirez à avoir des consommations responsables. Et quand vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas parce que vous êtes des irresponsables, mais au contraire, parce que vous ménagez votre budget et vous tâchez de faire pour le mieux pour votre famille. Donc les gens, il faut vous attendre à payer plus cher les produits agricoles. Mais pour pouvoir les payer plus cher, il faut donner le coup de main pour obtenir une autre répartition de la richesse qui est produite dans ce pays et qui est accaparée par quelques-uns, puisque dorénavant, nous avons la chance d'avoir le record d'Europe des millionnaires en dollars, et ça nous remplit de joie, nonobstant les 9 millions de pauvres qu'il y a dorénavant dans le même pays, et ceci à cause de cela. Je vous ai parlé de ça parce que c'est l'actualité du salon de l'agriculture. Un autre événement va venir dans l'actualité qui va vous laisser bien ébahi. C'est le 8 mars prochain, qui, comme vous le savez, n'est pas la journée des femmes, mais la journée de la lutte pour les droits des femmes, ce qui n'est pas pareil. Et ce jour-là, il y a une grève à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaires et d'une trentaine d'associations de lutte pour les droits des femmes, qui appellent à faire une grève à partir de 15h40, car à partir de 15h40, le 8 mars, on considère que le reste du temps, jusqu'à la fin du travail, les femmes travaillent gratuitement, et cela est inacceptable. La révolution citoyenne à laquelle appelle notre programme prend continuellement appui sur cette idée que l'égalité est la vertu bienfaisante majeure d'une société et de notre combat. L'inégalité entre hommes et femmes emprunte naturellement beaucoup à des usages coutumiers profondément enracinés dans l'histoire. Mais que ce soit autrefois comme aujourd'hui, il y a une constante. C'est l'exploitation du travail gratuit. Et le capitalisme, qui est spécialisé dans l'exploitation du travail gratuit, car je vous rappelle que tout le capitalisme repose sur la gratuité, c'est-à-dire sur le fait que pendant 10 heures où vous travaillez, vous ne recevez en contrepartie de votre travail que 2 heures ou 3 heures de la valeur que vous avez produite, et tout le reste est pour l'autre. Bref, il a très vite repéré comment il pouvait utiliser la main-d'œuvre féminine, non seulement à la maison pour faire le travail gratuit qui permet de moins payer l'ouvrier, mais également au travail en lui assignant les tâches les plus pénibles, les moins bien payées et les plus morcelées. C'est ainsi que 80% des CDD et des contrats de travail à temps partiel sont assumés par des femmes, dans les conditions que beaucoup connaissent dès lors qu'on parle de la grande ville, où on se lève très tôt, où l'amplitude horaire dans la journée est immense parce qu'on n'a pas le temps de rentrer entre les deux phases de travail pour lesquelles on est payé. Cette situation particulière, ensuite, se combine sur le plan du salaire. 2/3 des salariés payés au SMIC sont des femmes. Si bien que quand on parle d'augmenter le SMIC, on présente d'abord une revendication féministe. Et je demande qu'on s'en souvienne chaque fois qu'on en parle, car voyez-vous, on a tôt fait de dire qu'après tout, comme on m'a dit, après tout, ce serait trop dur pour l'économie de rétablir l'égalité. Je l'ai entendu une fois, pourquoi? Parce que, évidemment, j'avais observé, avec combien d'autres, que la situation des retraites est la plus pénible pour les femmes que pour les hommes, parce que c'est elles qui ont les carrières les plus morcelées. Et que plus on a allongé l'âge de la retraite, l'âge du départ à la retraite, en augmentant le nombre d'années de cotisation nécessaires pour pouvoir partir à la retraite, eh bien évidemment, les premières qui avaient à en souffrir et qui ont les retraites les plus basses, ce sont les femmes, pour les raisons que je viens de décrire à cet instant. Voyez, mesdames, messieurs, l'hypocrisie absolue
et le devoir, du coup, de châtier rudement ceux qui se sont rendus coupables de cette escroquerie qui a consisté à dire que la retraite à 60 ans était maintenue pendant le temps où l'on augmentait les cotisations pour les faire passer à 43 ans. Ce qui signifie que quand on prend la statistique de l'âge moyen de ceux qui entrent au travail, qui est de 23 ans, avec 43 annuités pour avoir sa retraite, on ne part pas avant 66 ans pour l'avoir à taux plein. Cela a été fait sous le quinquennat qui est en train de s'achever aussi pitoyablement qu'il a duré. C'est pourquoi notre programme prévoit le retour à la retraite à 60 ans pour 40 annuités. Si vous décidez dorénavant de payer les femmes comme vous payez les hommes à qualification égale, alors le supplément de cotisation que cela générera suffit à payer la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver contre cet argument? Eh bien, je vous le dis, rien. Et ils l'ont reconnu eux-mêmes, un certain nombre de commentateurs, qui ont le droit de ne pas être de mon avis, sur un plateau de télévision. Et il y en a un qui a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on lui réponde? Qui est-ce qui ici va prendre le risque de dire « On ne va pas payer les femmes comme les hommes ?» Alors, franchement, ils regardaient tous la pointe de leurs chaussures. Il y en a qu'un, quand même, qui a eu le courage de dire « Ah ben non, c'est M. Barbier. » Moi, je lui reconnais le courage. C'est un éditorialiste. Il n'est pas... Non, non, ne le huez pas. Je vous en prie, il n'est pas de notre avis. Ce n'est pas une raison pour qu'on le hue. Il dit « Ah mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si jamais on paye les femmes comme les hommes, alors, il ne s'est pas encombré de raisonnement de je ne sais pas quoi, hein. Mais si on les paye pareil, ça va être la catastrophe et la ruine pour l'économie. Autrement dit, il reconnaît lui-même qu'en économie capitaliste, il ne peut pas y avoir d'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense que ça clôt beaucoup de discussions abstraites. Alors, si vous n'avez rien pardonné, et si vous pensez toujours que contrairement à ce que racontent les durs à cuire, qui eux ne s'exposent pas autant qu'ils exposent les autres, quand ils vous disent « puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps », vu que cette bande de technocrates ne sait pas que si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps, et que donc la seule manière d'avoir une vie, c'est normal. On a fait tant de progrès, je veux dire dans la productivité, hein, pas dans ce qu'on produit. Mais enfin, quand même, depuis 1870, on a multiplié par 30 la richesse produite en divisant par 2 la quantité de travail nécessaire. D'abord, il n'y avait pas besoin d'être un aigle pour comprendre que si on fait partir les gens à la retraite plus tard, eh bien, le résultat que vous connaissez tous, c'est que les gens, ce n'est pas parce qu'ils doivent partir à la retraite plus tard qu'ils vont travailler plus longtemps. Ce n'est pas vrai. Parce que quand ils vont au travail, on leur dit « t'es trop vieux, toi non, t'es trop jeune. Toi, tu ne fais pas l'affaire. Toi, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à t'en aller, il y en a 10 autres qui attendent. » Vous connaissez la musique. Bref, celui qui a cet âge, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on s'aperçoit qu'une quantité considérable est au chômage, et que quand on est au chômage, les gens qui ne le savent pas, c'est que le chômage, ça rend malade. Mais oui, parce qu'on marronne, parce qu'on tourne en rond, parce qu'on n'est pas content, parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on se rend coupable de la situation alors qu'on n'y est pour rien. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et il y a un organisme qui n'est pas un ramassis de gauchistes. Je dis ça pour ceux qui pourraient croire que je ne lis que la littérature gauchiste, qui est un organisme qui s'occupe de recherche et de santé, qui établit qu'il y a 14 000 personnes, si je me souviens bien, qui meurent chaque année du fait des dérèglements innombrables qui résultent de leur situation de chômage. Évidemment, on ne peut pas dire « c'est le chômage qui le tue ». C'est comme quand on dit « il y a 2000 personnes qui meurent dans la rue » dans notre grand pays. 2000 personnes, ce n'est pas la rue qui les tue. La rue, elle est juste sale, c'est tout. Non, ce qui les tue, c'est tout ce qu'on ne peut pas régler parce qu'on est dans la rue. On ne peut pas se soigner, on n'a pas d'adresse, on ne sait que faire. On tourne en rond, on a froid, on a faim, on n'a pas d'eau. Quel être humain peut vivre sans eau? Et on passe une partie de sa journée
à chercher de l'eau dans les grandes villes. Bref, tous ces gens se martyrisent. Et quand on a derrière soi une vie de travail, qu'on est arrivé à l'âge où on pensait qu'on allait s'arrêter, eh bien, il s'y ajoute beaucoup d'amertume et d'un sentiment d'injustice pour tous les efforts qu'on a faits pour ne pas en arriver là, et que néanmoins on s'y trouve. Ça, c'est la vraie vie des gens. Les gens ne sont pas des chiffres, ne sont pas des pions. Les gens sont des êtres humains, avec une souffrance, avec un cœur. Et les gens qui sont dans la misère ou qui sont au chômage, la première chose qu'on devrait se dire, c'est qu'ils nous manquent parce qu'ils savent faire des tas de choses utiles et qui sont prêts à donner beaucoup d'eux-mêmes pour la collectivité. Et que ce qui les rend plus malheureux que tout, c'est qu'on ne leur demande plus rien. Voilà justement le problème pour eux. L'espérance de vie des Français a reculé en 2015 pour la première fois depuis 1969. Elle a reculé en valeur absolue, m'entendez-vous? On vit moins longtemps. C'est la première fois que se produit un recul de cette nature. Jusque-là, on avait toujours allongé le temps de vie. Pour la première fois, il a reculé. Pourquoi? Sinon à cause des mauvais traitements qu'on fait subir de manière injuste aux gens pour permettre que les uns accumulent tandis que les autres n'ont rien. Voilà la cause de tous nos maux. On va dire que je suis simpliste. Eh bien, je l'assume. C'est l'argent qui est la cause de tous nos maux, et non pas la mauvaise volonté des gens qui ne demandent qu'à bien faire. Et si la moyenne est de 61,8 pour les hommes, espérance de vie en bonne santé, elle est de 59 pour les ouvriers. Eh bien, il faut que dans cette campagne électorale, quelqu'un parle, et c'est vous, pour la classe ouvrière et les employés, qui sont la première classe productive de ce pays, avec 6 millions d'ouvriers, 7 millions d'employés, 13 millions de personnes. Il n'y a pas de catégorie sociale plus nombreuse, et elle mérite d'être traitée autrement qu'elle l'est aujourd'hui, parce que c'est elle qui produit la richesse. Donc, nous avons pour objectif de rétablir la retraite à 60 ans après 40 annuités. Et nous comptons là-dessus pour que les gens vivent mieux et pour que la génération montante puisse prendre la place de ceux qui, légitimement, s'en vont à la retraite parce que le moment est venu. Et ainsi, chacun y trouve son compte. Et il n'y a pas besoin d'être spécialement intelligent pour arriver à comprendre que quand les uns quittent le travail, les autres peuvent les remplacer. Tandis qu'avec leur système, premièrement, on a créé le chômage des seniors de masse, et en plus, on crée le chômage de masse des jeunes parce qu'ils ne peuvent pas occuper les postes de travail. Sur la santé, il faut qu'on ait une sécurité sociale, retenez l'expression, sécurité sociale intégrale. Ça signifie qu'il faut réintégrer les complémentaires dans le régime général de la sécurité sociale, exactement comme voulaient le faire les fondateurs de la sécurité sociale. Combien ça coûte? Aujourd'hui, vous en avez pour 16 milliards qui vous restent à charge. Quand même, je détaille. Comment rembourse-t-on ces 16 milliards? Premièrement, on supprime les dépassements d'honoraires chez les médecins. 8 milliards. Deuxièmement, le système qui a abouti à réduire le nombre de médecins de ce pays est un système qui a été délibérément provoqué. Aujourd'hui, si votre gamin, à vous qui n'êtes pas de la haute, ou qui n'êtes pas du milieu, votre gamin, votre gamine, il a les dons pour le faire, eh bien vous ne pouvez pas l'envoyer en école de médecine comme ça. Il faut d'abord qu'il fasse une année de prépa. Et cette année de prépa, c'est pour vous, c'est vous qui la payez. Et à la sortie, seulement il va commencer sa première année de médecine. Et c'est au bout de la première année de médecine qu'il va tomber sur le numerus clausus qui limite le nombre de médecins qui peuvent passer à la deuxième année. Moi, je vous fiche mon billet, que si je m'y mets, je vous enlève tout ça, vous allez voir si vous n'aurez pas des milliers de jeunes gens qui veulent être médecins. Et nous leur paierons les études. Nous leur paierons. Après, économiser sur les doublons entre les complémentaires santé et la Sécu.
Vous comprenez cette histoire-là? Il y a je ne sais pas combien de complémentaires, et alors que je t'envoie des papiers par ici, et que je t'en envoie par là-bas, et mets des croix par-ci, et mets des croix par-là, mets un timbre, une enveloppe, un truc, enfin bref. Et ça y va, et que je te renvoie des courriers. Bref, les doublons sont terribles. Vous savez combien ça coûte, cette histoire-là? 6 milliards d'euros. Alors cela, quand on regroupe tout en un seul endroit, eh bien on les économise. De la même manière, on fait une autre économie. C'est celle qui porte, c'est une niche fiscale. C'est pour vous encourager à aller à tel ou tel complémentaire. Vous ne le savez pas, ça, vous, les gens. Eh bien, c'est comme ça. Il y en a qui ont une niche fiscale, c'est-à-dire ce qu'ils donnent pour se payer ça, hop, ils ne le payent pas en impôts. Donc vous autres, tous là, vous êtes là à vous cotiser pour que ceux-là, ils puissent aller se payer une complémentaire. Ce n'est pas normal. Vous savez pour combien il y en a? 3,5 milliards. Et enfin, baisser le prix du médicament. Et son conditionnement. Parce que faire acheter des boîtes entières, quand sur le papier et l'ordonnance, il est marqué que c'est juste pour une semaine, et qu'on vous en donne de quoi vous embourrer pendant un mois, qu'après, ballot comme vous êtes, vous mettez tout ça dans votre pharmacie où ça décrépit, ou bien de temps à autre, vous décidez que ça vous ferait du bien, vous en prenez un peu, et c'était vraiment pas la bonne idée. C'est pas vrai? C'est comme ça que ça se passe. Ça peut plus durer. Mais ce qui ne peut pas durer non plus, c'est que les labos de pharmacie, sous prétexte, ce qu'on peut comprendre, que la recherche doit être financée, fassent des profits aussi inouïs sur un certain nombre de médicaments, alors même qu'on pourrait avoir des produits génériques. Là, on n'y a pas été trop fort. Hein. On n'a compté que 3 milliards de baisse. Hein. Total de tout ce que je viens de vous dire, pour vous faire 100% remboursable. Je vous ai dit 100% remboursable sur les 16 milliards que vous continuez à payer après la Sécu. Eh bien, le total de ce que je viens de vous lire, ça fait 21 milliards. Il y a donc 21 milliards possibles pour 16 milliards à trouver. Il y a donc de la marge de manœuvre. Ce n'est donc pas vrai qu'on est obligé de passer par des complémentaires. Et qu'on ne vienne pas me dire le personnel, on le prendra dans la sécurité sociale. Ce n'est pas le sujet. Parce qu'il y aura le travail à faire. Je m'efforce d'illustrer une vision du monde où les êtres humains sont centraux, où leur harmonie avec la nature et dans leurs rapports sociaux est la question essentielle. Le changement climatique est commencé. Il faut fermer tous les réacteurs qui sont dans le prochain mandat. Tous. Et pour ça, il faut rattraper par de la production d'énergie renouvelable l'énergie dont nous ne disposerons pas. Nous avons besoin des milliers d'employés des centrales nucléaires d'aujourd'hui et des sous-traitants pour qu'ils nous aident à démonter tout ça. Parce qu'il y en a pour 20 ou 25 ans, qu'on ne vienne pas me dire que les gens vont être mis au chômage à cause de ça. Je propose 100 milliards d'investissements. C'est rien, 100 milliards. Les 100 milliards, oui, nous les emprunterons et nous les affecterons à des établissements spécialisés. À qui allons-nous les emprunter? Nous allons demander à la Banque française d'investissement, qui a été créée pour ça. Et nous allons faire des investissements productifs dans les énergies renouvelables. Et maintenant, écoutez-moi bien, qu'est-ce que vous préférez faire? 100 milliards d'investissements, notamment, essentiellement dans les énergies renouvelables, ou bien vous payez 150 milliards de recarénage des centrales nucléaires existantes qui ne produiront pas 1 kilowatt de plus après. Voilà les prix. Voilà les choix que vous avez à faire. Ça, c'est une comptabilité sérieuse. Mis dans l'investissement et notamment dans l'économie de la mer pour faire 300 000 emplois de plus. Parce que tout à l'heure, la paysannerie, c'est 400 000. L'économie de la mer, c'est 300 000 emplois de plus. À faire toutes ces choses qu'il y a à faire, qu'on ne peut pas délocaliser. C'est comme l'agriculture, la nôtre. Si vous voulez mettre des hydroliennes, vous êtes obligé de les fabriquer au bord de l'eau. Si vous voulez mettre des éoliennes, vous transbahutez des pales qui font 90 mètres de long. Vous ne pouvez pas les mettre ailleurs qu'à côté. Et vous êtes obligé de refaire le port pour pouvoir accueillir les navires de service et pouvoir accueillir toutes ces installations. Voilà comment on arrive à 300 000 emplois. Et ce n'est pas beaucoup. Quand vous aurez fait les navires de service, quand vous aurez fait les navires pour assurer l'indépendance de la France dans son approvisionnement énergétique, quand vous aurez commencé à installer et à développer la production d'algues pour faire des plastiques biodégradables et tout le reste de la production de protéines dont nous avons besoin pour cesser le régime ridicule des protéines carnées dans lequel nous pataugeons. Abrogation des niches fiscales anti-écologiques et antisociales. 38 milliards
Exemple, si vous investissez, monsieur, supposons que vous ayez décidé de vous acheter votre bateau de croisière avec votre dame, et alors vous l'installez en Guadeloupe. Eh bien, une partie de votre investissement, nous sommes tous heureux dans cette salle de vous le payer. Ça s'appelle une niche fiscale. Alors évidemment, l'argent que vous aurez eu de cette façon, vous n'êtes même pas obligé de l'investir en Guadeloupe. Vous pouvez vous le garder pour vous. C'est pas sympa, 1 milliard. Eh bien, si ce milliard, au lieu de vous l'avoir donné à vous, il y a quelques autres, qui est un brave homme, on l'avait gardé pour l'État et on l'aurait investi, par exemple, on aurait pu donner les moyens aux communes d'installer un réseau d'eau potable qui tienne la route, si j'ose dire, car aujourd'hui, une partie de l'île n'a plus l'eau potable parce qu'elle ne circule plus et que plus des 2/3 se perdent dans la terre. Et on pourrait en faire autant avec nos compatriotes à Mayotte. Voilà ce que j'appelle des niches fiscales qui servent à rien. Parce que monsieur, tout compte fait, il n'a plus envie de son bateau. Voilà. Alors, nouveaux impôts sur les plus riches, 33 milliards, c'est pour ça qu'ils me détestent. Et comme 9 milliardaires possèdent 90% de la presse, ne vous demandez pas pourquoi je suis toujours présenté comme une brute égotique, amie de tous les tyrans de la Terre. Abrogation du CICE et du pacte de responsabilité, 21 milliards. Fin des grands travaux inutiles. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, vous en pensez ce que vous voulez, mais avec moi, c'est fini. Pour gouverner le pays, il va falloir que tout le monde s'y mette. Le 18 mars, c'est une manière pour nous de faire que la campagne électorale soit en même temps la prémisse de la révolution citoyenne que nous voulons. Si vous êtes nombreux et qu'on vous voit en train de demander qu'on passe à la 6e République et qu'on abolisse la monarchie présidentielle, vous comprenez? Ça cesse d'être un mot d'ordre abstrait sur lequel bon, les gens discutent, ça leur coûte rien. Tout le monde peut dire 6e République, pourquoi pas. Non, ce qui compte, c'est l'acte révolutionnaire que va représenter la convocation d'une assemblée constituante.